Bienvenue dans Retrouve ton PEPS, le podcast qui vous fait voir le burn-out autrement. Moi, c'est Delphine. En 2021, mon corps a dit stop. Aujourd'hui, j'accompagne celles et ceux qui veulent se relever après un burn-out sans se trahir et sans replonger. Ici, pas de recettes miracles, ni de discours culpabilisants. Juste des échanges sincères, des outils concrets, des témoignages forts et des éclairages d'experts pour mieux comprendre l'épuisement, s'en relever durablement et retrouver une vie plus alignée et plus sereine. Alors ici, on déconstruit, on reconstruit, mais avec réalisme, humour et sincérité. Avec cette question en filigrane, et si le burn-out, c'était quelque chose de bien plus grand? Ce podcast, c'est une boussole pour celles et ceux qui veulent se reconstruire en profondeur, éviter la rechute, et qui sait, révéler leur véritable potentiel. Alors prête à retrouver votre PEPS? C'est parti pour un nouvel épisode de Retrouve ton PEPS. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Rachel, fondatrice de Human Tempo, un lieu et une méthode d'accompagnement pour les personnes qui traversent un épuisement, voire un burn-out. Avec Rachel, on parle chemin de vie, de ce qui nous pousse à tout remettre en question et ces prises de conscience qui permettent un jour de réinjecter du souffle et du sens dans son quotidien. Un épisode riche, vivant et profondément humain. Bonne écoute! Alors bonjour Rachel! Je suis vraiment ravie de t'accueillir aujourd'hui pour ce tout premier épisode de podcast Retrouve ton PEPS. Et je suis particulièrement touchée parce que symboliquement, moi aussi, j'ai été il y a presque 4 ans ta première invitée sur ton propre podcast. Voilà, C'est vrai. voilà, donc le podcast Sortir du burn-out de Human Tempo. Tout à Voilà, fait. donc bienvenue Rachel, je suis vraiment très contente que tu sois avec moi. Alors peut-être pour nos auditeurs, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Je te laisse la parole. Oui, bien sûr. Moi aussi, ravie Delphine. C'est chouette parce qu'on a fait ce premier épisode il y a quelques années. Tu venais de terminer une césure avec nous. Enfin, c'était peut-être quelques mois après. Et aujourd'hui, ouais, le podcast a bien continué suite à toi. Donc, je te souhaite un succès identique, voire bien sûr supérieur, évidemment. Alors, Cette prétention, mais en oh, on verra, si gentil. Alors, écoute, je veux bien me présenter effectivement. Je suis donc Rachel Liu, je suis l'une des cofondatrices de la maison Human Tempo. Donc, en 2018, avec mon associée Virginie, on a eu la vision d'un lieu qui pourrait accueillir les personnes dans des situations de fatigue, grande fatigue, épuisement, voire burn-out, pour des séjours tout compris, où les gens pourraient se poser, qu'ils soient pris en charge entièrement, que ce soit au niveau des chambres, des repas, des activités, et où tout serait mis en œuvre pour qu'ils puissent récupérer efficacement. Et dans notre vision, on aurait été en mesure effectivement de les accompagner, même si à l'époque on était encore très débutante là-dessus. Et puis, cette vision a pu prendre forme puisque effectivement, petit à petit, les maisons Human Tempo, se sont créées et aujourd'hui, donc depuis 2000, alors entre 2018 et 2021, on a loué des lieux. 2022, on a loué le même lieu pratiquement toute l'année et c'est en 2023 qu'on a pu acheter, notre première maison, rien qu'à nu, donc le château de Cuisery depuis lequel je te parle aujourd'hui. Donc ça fait un peu plus de 2 ans en fait qu'on accueille les gens dans ce lieu-là. Et entre-temps, avec Virginie, on s'est formés. Donc aujourd'hui, je considère que je suis à la fois entrepreneur, formatrice, accompagnatrice, peut-être coach. Et accessoirement, je suis aussi maman de 2 enfants. J'habite en Bourgogne, bien que je sois une ex-parisienne. Et sinon, j'ai des racines en Asie puisque j'ai un papa chinois. Et en termes de cursus, j'ai fait une grande école de commerce à Paris. Voilà, donc comme quoi ça peut mener à tout. Exactement, beau parcours, magnifique. Alors justement, je voulais te poser un peu la question, qu'est-ce qui t'avait amené, toi particulièrement, à fonder Human Tempo ou à cofonder Human Tempo? Est-ce que tu as eu un parcours de vie particulier qui t'a amené Mmh. à en arriver là? Ouais. Alors, je pense que j'ai toujours été quelqu'un qui fait les choses à fond. C'est-à-dire que j'aime bien, en fait, l'intensité de se donner à 120 pour un projet. Depuis toujours, en fait, je suis entrepreneur depuis ma sortie de l'école. Même en école, j'avais créé des associations, donc j'aime bien créer des projets, j'aime bien prendre des risques aussi et j'aime bien voir les projets décoller, accompagner leur vie, s'il faut être là, le soir, parfois le week-end. J'ai tendance,
plutôt j'avais tendance à répondre toujours présente. Et donc tout ça m'a menée à des très chouettes aventures, mais aussi à, toucher la case burn-out à 2 reprises. Une première fois en 2012 quand, ma première entreprise a dû déposer le bilan. Ça a été un moment super compliqué parce qu'en fait, on avait une quinzaine de salariés donc forcément, l'aventure s'arrête pour tout le monde. Plus, tout le monde est déçu et puis en tant que chef d'entreprise, tu as l'impression que c'est 100 de ta faute. Tu te retrouves au tribunal de commerce, et puis à l'époque, il y avait pas du tout l'accompagnement qu'il y a aujourd'hui, et pas du tout la même compréhension aussi, des risques, et des tenants et aboutissants, en fait, de l'entrepreneuriat. Donc ça a été un moment compliqué, mais j'ai choisi de le gérer en faisant comme si tout ça, n'était qu'un mauvais rêve. Donc en quelque sorte, j'ai mis ma vie d'avant sous le tapis. On a quitté Paris avec mon mari, j'étais enceinte de mon deuxième enfant, donc il y avait aussi autre chose qui arrivait. Et je me suis dit: «Je veux plus jamais qu'on me parle de vêtements bioéquitables et puis tout ira très bien», n'est-ce pas? Donc j'ai pas du tout remis en question, mon rapport au travail, ma tendance à me surinvestir, à Pas prendre tu t'es pas trop de conçue du respons coup? non, pour moi, c'était un accident de parcours, c'était, normal parce que c'est très difficile de déposer, le bilan. Mais, tu vois, les douleurs physiques que j'avais depuis 2 ans, les idées, qui tournaient en boucle, incapacité à se projeter, tout ça, j'avais à peine perçu, en fait. J'étais passée au-dessus. Donc, je suis arrivée en Bourgogne en début 2013 et là, j'ai pris un emploi que je pensais plus cool de directrice d'association, à la campagne, avec des vaches, des arbres, donc tout pour être, heureuse en mode zen. Donc la preuve est faite qu'on peut s'épuiser partout puisque, fin 2016, comme j'avais pas remis les choses en question, je travaillais toujours de la même manière avec la même intensité. Fin 2016 est évidemment rebelote, les mêmes causes menant aux mêmes effets. À nouveau, j'ai commencé à sentir que, en fait, là, j'étais bien avancée en état d'épuisement, et hem je me suis arrêtée. Alors, c'était concomitant parce qu'il y avait beaucoup de conflits avec l'association à ce moment-là. Donc, j'ai signé ma rupture conventionnelle et je suis rentrée chez moi et je me suis effondrée. Et là, je me suis dit: «En fait, j'ai pas envie de vivre toute ma vie, de cette manière-là». C'est-à-dire, aller sur des projets qui me passionnent, c'est génial pendant quelques années, puis après, ça devient forcément un peu difficile. En plus, j'ai une, tendance à agir comme, une justicière, tu vois? Donc s'il y a des injustices, s'il y a des choses qui vont pas, qui c'est qui va se mettre en avant et dire: «Bah, ça va pas, on peut pas laisser faire ça, on peut pas faire comme si ça n'existait pas, arrêter tous de fermer les yeux». Et ben, c'est moi, donc forcément forcément, ça facilite l'épuisement. Donc c'est donc début 2017, après avoir un peu récupéré, où je me suis dit: «Là, il faudrait quand même que tu acceptes de remettre en question ta manière de fonctionner». Quoi le J'ai déclic commencé. justement? C'est quoi le déclic que tu as eu pour te dire: «Ah tiens, il faudrait que je me remette en» enfin pas moi, me remettre Ouais. en question moi, mais la manière de fonctionner, les mécanismes, Pour moi, c'est me remettre en question, il y a pas de problème là-dessus et je trouve que c'est une force de savoir le faire à bon escient et effectivement, je dirais le déclic, c'est de sentir que mon corps reproduisait les mêmes symptômes que, j'avais dit que je voulais plus jamais vivre, en 2012, quoi. Et là, je me suis dit: «Mais non, j'avais dit que je voulais plus les vivre, mais il suffit pas de le décider!» Donc voilà, ça a été à côté, en fait, tu es en train de refaire la même chose. Donc pourquoi? Essayons de comprendre. Donc c'est là où je me suis fait accompagner, où je me suis formée, au coaching en l'occurrence. Je me suis aussi aéré le cerveau en faisant des choses qui avaient strictement rien à voir. Ça m'a fait le plus grand bien. J'ai pris aussi du temps pour mes enfants, ma famille. Je suis, aussi passée par la case faire des gâteaux. Je crois que Delphine, ça te parlera? Voilà, ça me parle. c'est ça. J'avais pas ton talent parce que tes créations sont extraordinaires, mais voilà, Je l'ai découvert, mais c'était mon voilà, c'est la pâtisserie thérapie ou le cake thérapie effectivement a été ma thérapie post burn-out. parfait, j'ai vécu. Qui valide. C'est ça, exactement. Et puis, on va dire que fin 2017, j'avais suffisamment récupéré pour me dire: «Mais au fond, pourquoi ne pas créer un projet autour de l'accompagnement des personnes en épuisement?» J'avais récupéré un peu d'estime de moi pour me dire que j'étais peut-être pas la plus nulle, en tout cas que j'avais autant de capacité que quelqu'un d'autre à le faire, et que à la limite, tout ce que j'avais vécu, c'était plutôt à mettre au crédit, à mon crédit pour ce projet. Voilà comment, les choses se sont enchaînées.
C'est beau parce qu'il y a quand même 2 burn-out derrière et tu dis que tu as réussi à reconstruire une estime de toi ou en tout cas à retrouver l'estime de toi qui te donne, la motivation de repartir, pas comme avant. Alors justement, est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui a changé? Tu as compris qu'il y avait certaines choses que tu ne pouvais plus, faire comme avant? Comment est-ce que tu as réussi à retrouver cette, à la fois cette estime et cette envie d'y retourner différemment? Alors, ouais, je pense que, enfin, nous, ce qu'on voit beaucoup avec nos participants, c'est que l'estime de soi, bah, elle peut s'effondrer, suite à un épisode de burn-out, quand on a l'impression de perdre nos capacités, que le monde vient d'avoir la preuve, que, on est pas capable, quoi, hein. Mais plus tu as une estime de toi qui est correcte à la base, plus tu remontes vite. C'est pas que tu tombes jamais, c'est que tu remontes rapidement. Donc, je dirais que, peut-être grâce à mon vécu, mon histoire, mon estime de moi, elle est pas trop, trop mauvaise. Donc à un moment, j'ai quand même, pu entendre que, ben, oui, j'étais, quelqu'un qui avait quand même, un peu de savoir-faire et de valeur et que, bah, de toute façon, j'avais bien le droit d'essayer, on verrait bien, quoi. Et donc dans la manière de faire pour répondre à ta question, je pense que j'ai décidé sciemment d'y aller tranquillement. C'est-à-dire pas me précipiter et d'accepter que ça prendrait un peu de temps, que ce temps-là, bah, vu que mes enfants à l'époque avaient, 4 ans et 7 ans, bah, c'était pas du temps perdu parce que c'est le moment où c'était le plus précieux en fait de passer du temps avec eux. Et donc j'ai mis 2 ans entre disons 2000 les années 2017-2018, c'était le début de Human Tempo, mais en mode très soft, sans pression. Et j'avais aussi envie, de laisser mûrir les projets annexes qui naîtraient. Donc, il y a un moment, j'avais 3 projets d'entreprise en même temps, dont Human Tempo. Ça, c'était plutôt au début, hein, c'était en 2017 et je me suis là où avant j'aurais dit: «Bah, c'est nimp, il faut se concentrer puis foncer». Je me suis dit: «Bah, attends, ça me fait plaisir, ça m'apporte de la joie, de l'enthousiasme, je les laisse, puis on verra bien lesquels, meurent de leur mort naturelle et lesquels survivent». Et en fait, c'est marrant parce que, il y a un mouvement dans les pépinières, enfin dans le monde de la plantation d'arbres qui propose de faire comme ça. C'est-à-dire que tu sais, traditionnellement, tu vas planter, mettons, tu veux reboiser une parcelle, tu vas planter, une espèce d'arbre ou plusieurs et tu vas chacun mettre, à un endroit, tu vas pas mettre d'autres arbres autour, tu vas, soigner la petite pousse que tu as mise et puis, en théorie, à la fin, tu as une jolie parcelle boisée. Et en fait, maintenant, il y a une autre approche qui est de dire, bah, on plante plein d'espèces, un peu en bazar, comme ça vient. Donc, je sais pas, ils jettent les graines. Enfin, ils font pas attention à privilégier une pousse par rapport à l'autre. Et en gros, c'est, ben, la pousse qui sera la plus adaptée à cet endroit-là et ben, c'est elle qui va pousser, puis on enlèvera les autres après, comme une forêt. Et j'aime bien cette approche de dire, bah, on laisse pousser et après il y a une sélection qui se fera, sans devoir déjà se dire: «C'est celle-là qui doit pousser absolument». Donc voilà, ça c'est un exemple de changement que j'ai mis en place dans ma vie. En fait, c'est une forme de lâcher prise, je dirais. Et puis ça, bah, écoute, c'est Human Tempo qui a émergé par rapport aux 2 autres projets de manière très organique. D'où le logo du coup, je ça me vient maintenant, il y a une petite pouce, non, sur le logo, il me semble? Alors, ouais, le logo, c'est une feuille de ginkgo. Ah voilà. Alors, il se trouve que ce logo est désormais, enfin, ce symbole est hyper galvaudé. Tu le trouveras partout sur des coussins, des montres, des Pokémon, enfin, que sais-je. Mais pourquoi je l'ai choisi? Pourquoi on l'a choisi avec Virginie? C'est parce que l'arbre de Ginkgo biloba a été le premier à refleurir après Hiroshima au Japon. Et donc, j'aimais bien l'image, voilà, après un burn-out, qui peut être comme une énorme déflagration, Mmh. et ben, guetter les premières fleurs. Voilà, savoir qu'elles vont arriver, mais prendre le temps de les voir, fleurir. Bah, super, alors super image, super métaphore. Moi, l'histoire de la pépinière, ça me parle beaucoup et Ah, ça me déculpabilise peut-être aussi, par rapport à ma manière de fonctionner. Donc merci Rachel. Je sais pas si avec ça parlera à plaisir. d'autres personnes, mais c'est vraiment, super intéressant. Heu, Écoute, ça rejoint aussi, une étape de la théorie U pour, celles et ceux qui ont entendu parler ou qui connaissent. En fait, quand tu chemines le long du U, donc du changement, selon la courbe en U, au début, bon, tu descends, la première branche, donc tu lâches beaucoup de choses, tu acceptes, bah, qu'il y a des peurs qui remontent et c'est OK. Tu arrives en bas du U qui est, la présence à soi, donc se retrouver et la première étape pour remonter, ça s'appelle laisser venir et c'est un moment où, ça ressemble à ce qu'on vient de partager, c'est-à-dire tu laisses venir tout et n'importe quoi, du moment que ça t'apporte de l'enthousiasme, de la joie, de l'élan. Et ça, c'est un moment que beaucoup de nos personnes qu'on accompagne en post-burnout traversent et je les encourage à le vivre juste comme ça.
C'est-à-dire, ça génère du bien-être, de l'enthousiasme, du plaisir, de la joie. Oui, OK, il y a 15 idées, qui, semblent incompatibles, qui semblent farfelues, ça n'est pas grave. Au contraire. Déculpabilisant, magnifique. Mais oui, laisse-les venir. C'est juste ton cerveau qui se reboot, en fait, qui Ouais, a à nouveau envie d'avoir envie, donc c'est ça qui ouais, est c'est cool. ça. Ouais, ouais, Ah, ouais, magnifique. Ça donne de l'espoir, ça donne de l'envie, c'est chouette. bah, Bravo. tant mieux. Alors justement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la méthode Human Tempo, particulièrement les grands piliers de votre accompagnement? Oui. Alors, je dirais que le caractère fondamental de la méthode Human Tempo, c'est la prise en compte de l'individu dans toutes ses dimensions. À la fois, le mental, mais aussi le corps et l'émotionnel. Et en fait, c'est pour ça qu'on fait du résidentiel. En fait, tu ne peux à mon sens, hein, tu peux pas vraiment, sortir d'un burn-out juste en réfléchissant à ce qu'il faut faire, ni en faisant uniquement du corporel, ni en étant, à fond dans la régulation des émotions. C'est vraiment, les 3 comme un cercle vertueux, qui vont se nourrir l'un l'autre. Je te donne plus concrètement des exemples. Tu vois, nous, on va proposer aux personnes sur le plan corporel, de faire du yoga pour retrouver de la fluidité dans leur corps. Il va y avoir les massages pour qu'ils se disent: «Bah oui, le corps peut aussi être un endroit de plaisir». Ils vont aussi sentir c'est OK que quelqu'un d'autre s'occupe d'eux pour une fois. Ils vont aller marcher, ils vont s'apercevoir que, bah, même s'ils avaient l'impression d'avoir beaucoup perdu en mobilité, finalement, dans le bon environnement, ils vont pouvoir reprendre ça. Donc ça va redonner confiance, ça va dénouer les tensions. En même temps, au niveau, du mental, on va leur expliquer d'où viennent toutes ces tensions, comment elles ont été créées, l'influence du cortisol, le fait que, ben, le corps se met en situation de survie et à un moment va créer des tensions dans le but de nous aider, mais que malheureusement, bah, c'est pas ce qu'il faudrait dans notre monde moderne. Et donc en fait, bah, s'ils comprennent pourquoi le corps a créé ces tensions, ils peuvent beaucoup mieux comprendre comment aujourd'hui ils peuvent s'autoriser à les relâcher, surtout si, ils ont 3 massages dans une semaine, ça aide quand même. Voilà. Ça aide. Et oui, c'est ça. Et de même, tu sais, souvent en fait les gens vont beaucoup se bloquer dans du «oui mais». Oui, ou «il faudrait». «Faudrait que je fasse ça, oui mais c'est compliqué», machin. Voilà, donc là on est en blocage et finalement c'est pas en insistant, avec, notre mental qu'on va y arriver, c'est en contournant et ce contournement, ce déclic, ce lâcher prise, il peut peut-être se passer, au moment d'une balade, au moment où tu fais une posture de yoga, au moment en fait où tu vas même ne serait-ce que discuter avec des gens autour d'une tisane un soir dans un des salons. Hem et en fait, pour nous, il s'agit de créer les conditions pour qu'à un moment, tu vois, ça percute que, c'est OK. Je peux lâcher ça et ça va pas mettre tout en danger, ça me met pas à risque. Et puis il y a la sphère émotionnelle, hein, faut un peu de temps pour que la sphère émotionnelle soit se régule, parce qu'on a des gens qui arrivent et qui ont des émotions hyper débordantes. Ou alors, des gens qui arrivent et qui sont complètement déconnectés de leurs émotions. Donc là, pareil, il faut un peu de temps. Pour les gens qui ont des émotions débordantes, ben, souvent, au début, je sais pas, les 2 premiers jours, ils pleurent et ils me disent: «Oui, mais t'inquiète pas Rachel, je pleure depuis 2 mois, voilà. Donc je vais pleurer toute la semaine». Et ben, pas forcément. Parfois, au bout de 2 jours, bah, c'est fini, puis ils pleurent plus et pour eux, c'est hyper, gratifiant de sentir qu'ils ont franchi une étape. Et pour d'autres, au contraire, ils vont enfin pouvoir accéder alors je prends l'exemple des larmes, mais ça peut être, dire qu'on est en colère, ça peut être, accepter qu'on a honte ou de la culpabilité qui est présente et juste à partir du moment où tu dis: «Mais oui, je constate que j'ai ces émotions, c'est pas la peine de faire semblant de pas les avoir. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais?» Voilà. Est-ce que je continue à essayer de les mettre sous un coussin là, jusqu'à ce qu'elles m'explosent à la figure ou est-ce que je les regarde en face? Et je prends notamment l'exemple de la culpabilité. Je crois que tu l'avais évoqué Delphine, dans ta césure. C'est une émotion qui est omniprésente, chez nos participants, qui est vraiment pas marrante à voir tout seul, tu vois? Quand tu es seul avec toi-même et dire: «Ben, ouais, je me sens coupable», enfin, tu vois, Ah, c'est un c'est mélange. l'autoflagellation, quoi, on est seul avec soi-même, Ouais, ouais. c'est Mmh. hyper dur, hein. Et Mmh. quand tu comprends qu'en fait, ça fait partie du package, que tu vois, la personne à ta gauche, la personne à ta droite, la personne en face, tout le monde se sent coupable alors que toi, tu dis: «Beh, pourquoi tu te sens coupable? Il y a aucune raison». Tu commences à entendre que toi aussi, peut-être, que tu n'es pas obligé de te sentir coupable. Donc ça, tu vois, c'est ce côté résidentiel, ce côté groupe, plus, le corporel et le mental font que les émotions peuvent se libérer, notamment lors de nos soirées surprises que je ne révélerai pas. Voilà, où, c'est l'occasion de lâcher un peu ses valises.
Ouais et justement, c'est ça qui ce que tu évoques, c'est vraiment ça. Alors bon, pour l'avoir vécu vraiment en live, il y a quelques années, en fait, les personnes en burn-out, ont, voilà, ont un espèce de bagage un peu avec, l'ami, la copine culpabilité, la honte et la faiblesse qui les accompagnent, avec une tendance à s'isoler et justement, c'est ça qui est assez fou à imaginer, c'est de se dire: «Mon Dieu, je vais aller dans un groupe» et alors voilà, ça, c'est toi qui vas me dire ce que tu vois depuis toutes ces années, mais moi, je me rappelle à l'époque où on était arrivé en mode: «Mais qu'est-ce que je fais là? J'ai pas envie de parler de mes problèmes aux autres et en quoi le fait d'être avec des autres va m'aider?» Oui. Et en fait, c'est ça, tu vas me confirmer ou pas, mais la puissance du groupe, Mmh. c'est assez phénoménal parce qu'effectivement, il y a, ce côté où on arrive avec une certaine poker face, un petit peu avec, soit, comme tu dis, on est déjà dans l'émotion ou alors on garde nos émotions pour nous et ça lâche à un moment où on s'y attend pas. Ça peut être on est en train de parler avec un camarade et ça peut être en train de marcher avec toi. Moi, je me rappelle, j'ai eu un gros déclic en te parlant à toi, et la puissance du groupe, elle est phénoménale. C'est vrai. C'est vrai, oui, je suis 100 d'accord avec toi, Delphine, notamment sur le fait que, c'est une, constatation que les gens vont faire une fois sur place. C'est-à-dire quand les gens m'appellent pour me dire: «Bah, voilà, j'ai vu, ce que vous proposiez, je suis potentiellement intéressée, pouvez-vous m'en dire plus?» Jamais je leur dis: «Vous allez voir, le groupe, c'est un élément hyper puissant et ça va vraiment, vous permettre d'avancer beaucoup plus vite». Je leur dis: «Mais oui, on va prendre soin de vous, il y aura des massages, oui, oui, les repas sont bien inclus, on mange plutôt bien chez nous, vous aurez votre chambre individuelle, vous pourrez être tranquille. Si vous avez envie de parler à personne à certains moments, il y a aucun souci, mettez-vous dans un coin et on vous laissera tranquille». Oui, c'est Hem, vraiment le focus sur l'individuel, en fait. oui, voilà et en réalité, et ça tout le monde, en fait l'expérience, ben, qu'est-ce qui personne ne mange tout seul dans son coin. En fait, les gens, dès qu'ils ont compris, que en fait, c'est un lieu où tout le monde vient, dans la même optique, de laisser tomber les masques, d'être soi-même et ben, de regarder ensemble comment on peut avancer. En fait, c'est hyper puissant de sentir cette énergie de tout le monde. De dire: «Allez, aujourd'hui, ben, j'ai trébuché, mais j'ai envie d'avancer. Ah ouais, bah, moi aussi, ah bah, tiens, aujourd'hui, je me sens tellement mieux, ça fait plaisir». Tout le monde est: «Ah bah, c'est top» et puis, le lendemain, quelqu'un d'autre va moins bien, ben, on est là pour lui dire: «Mais t'inquiète, moi aussi hier ça allait pas, mais ça va remonter». Donc c'est puissant. Tu peux pas le dire en amont parce que ça fait peur, d'autant que les gens se disent: «Ben, moi, j'ai surtout pas envie de rencontrer un tas d'inconnus qui vont mal». Heu et en fait, c'est sur place que les gens se disent: «Mais attends, le groupe, il était incroyable». Alors, quasi chaque semaine, les gens, ils nous disent: «Mais ça peut pas être comme ça chaque semaine, hein?» On leur dit: «Oui, oui, oui, vous êtes le meilleur groupe, bien sûr, Tu m'as menti, tu m'avais dit qu'on était le meilleur groupe, Rachel, mince. mais vous êtes le meilleur groupe. Tous les groupes sont le meilleur groupe». Non, mais c'est vrai que ce qui est assez fou aussi, c'est de voir à quel point, les personnes sont dans une détresse, une souffrance, chacun à une échelle différente, à un degré différent et qu'il y a énormément de rire, et c'est ça qui fait vraiment toute la particularité et la difficulté du burn-out, c'est qu'en fait, on est capable, de passer du rire aux larmes, d'être en train de prendre un fou rire et on fait pas semblant, on rit vraiment et quelques secondes d'après ou la minute d'après, on peut être au fond du trou en train de pleurer. C'est ça qui est assez perturbant pour les personnes qui le vivent. Tout à fait. Alors, tu as raison Delphine, c'est vraiment la maison Human Tempo, c'est un lieu où ça rigole énormément. Je ne divulguerai pas certaines vidéos, mais on voit des gens danser avec des balais, hein. Donc je veux dire les gens se lâchent, et ils ont bien raison parce que c'est un endroit où il y a pas de jugement. Mmh. Et je sais que, ça peut paraître un peu, comment dire? Limite prétentieux ou arrogant de dire que c'est un lieu où il y a pas de jugement, mais c'est vrai en fait. Il y a une bienveillance qui est pas juste en parole, mais qui est expérimentée, oui, c'est ça, vécue par nos participants et même moi, tu vois, je sais pas trop quelle est la recette magique qui fait que les gens jouent le jeu, et je suis hyper, j'ai beaucoup de gratitude envers, chacun de nos participants parce que les gens jouent le jeu, exactement. C'est-à-dire qu'ils laissent tomber leur jugement des autres. La plupart arrivent à laisser tomber un petit peu beaucoup leur jugement d'eux-mêmes, et il y a non pas une entraide parce que le but c'est pas que les participants soient unique soutien les uns des autres, mais il y a peut-être une émulation, je dirais, une empathie, positive qui fait que, bah, vraiment
tu es accepté comme tu es, quoi. Et parfois, on a des profils de personnes qui sont pas simples, hein, tu vois? Où tu dis au début, tu dis: «Oh là là, ça va être compliqué». Des gens qui ont des troubles cognitifs, des difficultés à marcher, qui oublient, ce que tu leur as dit, 5 minutes avant. Et ben, même eux, en fait, quand ils oublient un truc, tout le monde rigole et eux aussi, tu vois? C'est on fait un truc drôle parce que qu'est-ce que tu veux faire? De toute façon, voilà, autant en rire. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, c'est vraiment puis c'est le alors le mot acceptation, il est difficile, mais c'est vraiment, en fait, se dire que, bah, c'est comme ça et je enfin, c'est pas je peux rien y faire parce que justement on peut faire quelque chose, mais c'est comme ça et je peux pas faire autrement. Donc maintenant on peut que aller de l'avant, et puis accepter, entre guillemets, «ce qui nous arrive», les symptômes qu'on a et je sais pas si aussi tu confirmeras ça, mais il y a un peu ce côté où, à travers les autres, on réalise que, bah, non seulement on n'est pas seul, OK, et en plus de ça, on a l'impression de voir chez les autres des belles personnes. On voit des personnes, mais géniales, on se dit: «Waouh, cette personne-là» et en fait, du coup, ça renvoie une image de nous, de se dire: «Ah bah, du coup, est-ce que moi aussi je suis bien en fait finalement? Je suis pas, voilà, moins que rien, et je suis pas plus faible en fait, si cette personne elle a chuté, bah, je comprends peut-être que moi aussi. Il y a ce côté aussi miroir peut-être, qui permet de remonter un peu sa propre estime? Tout à fait. Je voulais juste rebondir sur un truc que tu as dit au début, l'humour, le fait de rire, c'est un super outil de lâcher prise. Parce que finalement, quand tu es capable de rire d'un truc que tu considères comme, au fond, plutôt lourdingue, pas marrant, quand tu arrives à en rire, et ben, c'est que tu le remets à sa juste place. C'est-à-dire, oui, un peu chiant, mais peut-être pas si grave non plus. Et donc sur la deuxième partie de ta question, alors attends, c'était, Est-ce qu'à travers les autres, du coup, est-ce que ça nous renvoie pas une image que finalement on n'est pas si on est peut-être une belle personne au fond, parce que si on voit que l'autre l'est. bien sûr, complètement. En fait, en termes d'estime de soi, voir que des gens que tu trouves formidables, eux, se trouvent, au fond du seau, quoi, avec une estime d'eux-mêmes très très faible, bah, ça te permet de te questionner sur toi-même, te remettre en question sur, le jugement que tu peux porter sur toi. Et en fait, tout simplement, de dire à quelqu'un d'autre: «Attends, mais tu rigoles, mais moi je trouve ça génial ce que tu as fait, mais non, mais bien sûr personne n'aurait pu, s'en sortir dans la situation que tu décris, heureusement que tu es parti, tu as bien fait de t'arrêter». Tu vois? De le dire à quelqu'un d'autre, et ben, tu l'entends aussi un peu pour toi. Donc ça, c'est super précieux. Alors justement, est-ce que tu proposes, encore tes séances de walk and talk, le coaching en marchant dans la nature avec Rachel? Oui, Et alors, tout à du fait. coup, peux-tu l'expliquer un petit peu en quoi ça consiste exactement et quels sont les bienfaits ou les déclics qui en ressortent? Tout à fait. Alors, oui, je fais toujours du walk and talk et j'adore ça, et je vais t'expliquer. En fait, au début, bah, j'ai fait une formation de coaching classique, où, bah, tu es assis à une table avec quelqu'un et puis, vous discutez, tu lui parles, tu essayes de l'accompagner, lui poser plein de questions. Bon, 1re, session, Human Tempo que j'ai fait donc, en 2018. Je fais ça et on était dans un très chouette lieu, c'était au printemps, il faisait trop beau dehors et on était enfermés dans une salle et je me disais: «Mais ça a pas de sens, quoi. Qu'est-ce qu'on fait là? Alors que dehors, c'est si beau». Donc et ben, assez rapidement, peut-être au bout de la deuxième ou troisième session de Human Tempo, ben, j'ai dit: «Bah, tiens, je te propose qu'on aille, on échange tout en marchant». Et les gens ont adoré et moi aussi parce que, bah, du coup, c'est agréable d'être dehors, je marche au lieu d'être assise, et on voit la nature, et marcher dans la nature, c'est prouvé, c'est ce qui est le mieux face au stress. C'est le meilleur des antistress. C'est scientifiquement prouvé. Il y a un super documentaire de Arte qui s'appelle «Les fabuleux bienfaits de la marche» que je vous invite à regarder. Je crois qu'il doit être dispo sur YouTube. Alors, donc je savais pas que ça existait, que ça s'appelait du walk and talk, mais pour moi ça paraissait, évident. Et après, bah, j'ai su que ça s'appelait du walk and talk, donc je me suis dit: «Bah, tiens, je vais dire que je fais du walk and talk, hein. C'est plus classe dès que c'est anglais, n'est-ce pas?» Et aujourd'hui, où ça fait, bah, bientôt, 7 ans que j'en fais, que je pratique, vraiment, je trouve que cette pratique, elle apporte quelque chose de très chouette. Ce que j'ai remarqué, c'est que, quand, je suis obligée de faire du sit and talk, donc du coaching, assis à une pièce dans une pièce parce qu'il pleut, parce qu'il grêle, enfin vraiment, ou que la personne, a un problème physique qui fait qu'elle ne peut pas marcher, eh bien, dans 80 des cas, la personne pleure lors de notre échange. Quand je pars en walk and talk, ce sont les mêmes sujets, les mêmes questions. Les gens pleurent dans peut-être 5 des cas, très peu. Et donc, je me suis dit au début, bon, bah, le walk and talk, c'est moins efficace parce que je touche pas les émotions des gens. Et après, je me suis dit, mais pas du tout. En fait, quand tu walk, quand tu marches,
pendant que tu toques. En fait, les émotions, elles peuvent tout de suite se canaliser dans le mouvement. C'est-à-dire la pression qui monte quand tu évoques un moment difficile pour toi, tu l'évacues tout de suite dans le mouvement parce que tu es en train de marcher. Donc, il y a pas besoin de passer par les larmes. Ce qui est en fait beaucoup plus agréable pour la personne qui parle parce qu'elle se sent pas, voilà, bouleversée, fatiguée. C'est fatigant de pleurer, hein. Voire culpabilisée en disant: «Ah bah, voilà encore, la pleureuse ou le mec, fragile qui pleure». Non, on pleure pas. Donc déjà, je trouve ça bien de voir que le corps, naturellement, va utiliser le mouvement pour évacuer la tension et aussi, la manière dont la personne marche m'en dit beaucoup sur elle. Tu as ceux qui partent à fond, à qui je dis: «Alors on va ralentir un peu parce que, le but c'est de pas s'essouffler puisqu'on veut parler» et puis ils sont incapables en fait. Donc apprivoiser la lenteur, même en marchant, c'est Oui, compliqué ouais, donc ouais, tu vois, intéressant. ouais, c'est tout un apprentissage, voilà et puis tu as aussi les moments où les gens, il y a un truc fort et là ils s'arrêtent de marcher. Ils se retournent vers toi, ils te regardent. Donc là, tu peux dire: Ouais, «OK, là il se ça passe c'est quelque beau. chose». Ça, c'est magnifique quand il y a un moment comme Ouais, ça, ouais, hein. ouais, ouais, Ouais. ouais, c'est ça. Donc ouais, je ne renoncerai plus au walk and talk pour tout ce que je viens de te dire. Il y a un truc aussi très important, que j'ai constaté dans le walk and talk, c'est que, bah, évidemment, comme on marche, ils peuvent pas prendre de notes. Donc il y en a qui sont là: «Mais comment je fais pour retenir ce que tu me dis?» Et je dis: «Beh, justement, ne retiens pas, retiens plutôt ce que tu vis, et ce que tu en retires». C'est-à-dire que sur 1 heure, moi, je vais faire le walk and talk pendant 50 minutes, 45 à 50 minutes et j'ai dit: «Sur les 10 dernières minutes, tu prends ton cahier et tu notes ce que tu retiens de notre échange, avec tes mots à toi». C'est pas, «Elle a dit quoi déjà Rachel qu'il fallait que je fasse?» parce que évidemment c'est pas le sens, mais c'est plus de notre échange. Qu'est-ce que moi, participant, j'ai envie de garder? Qu'est-ce qui a résonné pour moi? Et je l'écris à ma manière à moi. Donc, je trouve ça aussi plus respectueux de la personne plutôt que le risque après, c'est, tu vois, que si la personne elle note pendant que toi tu parles, c'est que tu deviennes, instructeur quoi, ce qui est absolument pas, la posture. Oui, puis il y a un côté aussi où, finalement, c'est le mental qui est là en train de prendre des notes parce qu'il y a derrière le profil du burn-outé comme je l'appelle, il y a ce côté, contrôle, ce côté, mon mental, le côté réflexion et on est déconnecté de notre ressenti pour la plupart et donc il y a un côté là où c'est vraiment là le corps qui ressent en marchant et c'est pas le mental qui alors le mental il interprète, forcément le ressenti, mais d'abord c'est le ressenti et puis ça me fait penser aussi, finalement à, quand tu disais que les personnes ne pleurent pas en marchant, ça m'a fait penser à la décharge de stress, justement, avec les clés de la décharge de stress où le mouvement, en fait, expiration, mouvement, voix, hein, les 3 clés de la décharge de stress où, en fait, on apprend que le corps, il se charge en tension, et que c'est avant tout physiologique et que, bah, voilà, du coup, le mouvement et la marche, font sortir finalement les émotions d'une autre manière et ça évite que le corps absorbe, l'émotion, la tension et elle le lâche tout de suite finalement. C'est intéressant. Ouais, j'avais jamais fait le lien, tu vois? Donc merci. Ouais, je t'en prie. OK, alors, dis-moi Rachel, à ce jour, vous avez accompagné à peu près combien de personnes depuis le début? Alors, attends, faut que je refasse mes petits calculs, mais l'an dernier, on a accueilli 600 personnes. L'année d'avant, on en a accueilli, attends, 370. Je dirais qu'avec cette année où on est à 300 et quelques, on doit être à 1 500 personnes accueillies dans les maisons Human Tempo, dont un tiers, pour recharge et 2 tiers pour respire. Sachant que les gens qui viennent à respire, tu en as une bonne moitié qui qualifieraient pour recharge. Qui sont aussi en situation d'épuisement, mais pour qui, pour l'instant, c'est pas encore le bon moment d'aller dans un programme aussi, intense que Recharge. Donc parce que, bah, tes auditeurs, ne savent pas forcément, mais Recharge, c'est notre programme vraiment dédié aux personnes en burn-out, qui est une formation pro avec vraiment pas mal de contenu, un côté assez puissant, hein, de la césure, et puis du suivi après. Et Respire, c'est notre semaine 100 bien-être, qui est pas la prétention d'être autre chose que ça. Tu fais des massages, du yoga, tu, manges bien, tu dors bien. On s'occupe de toi, sauna, hammam, marche afghane et compagnie. Bah, il y a des gens qui sont en épuisement et qui disent: «Non mais pour l'instant, moi je veux juste une semaine où on prend soin de moi» et très bien. Donc voilà, ça fait 1 500 personnes accompagnées qui sont toutes d'une manière ou d'une autre concernées par la fatigue, grande fatigue, stress chronique, voire épuisement, voire burn-out.
Oui, ça fait quand même beaucoup de personnes concernées et puis ce qui est bien aussi, c'est qu'avec ces 2 césures, les personnes qui sont dans ce déni, parce que c'est une des phases du processus du burn-out, c'est d'être dans cette phase de résistance et de déni comme on l'appelle, où on veut pas se dire qu'on est en burn-out parce qu'en même temps, bah, qu'est-ce que le burn-out? C'est ne pas se lever un matin et je me lève toujours donc en fait, je continue. Donc mais par contre, je vais quand même aller prendre soin de moi et me faire des massages. Donc finalement, je prends pas la césure, recharge, je prends la respire. Je vais juste aller respirer un petit coup. C'est ça. C'est ça, c'est ça et c'est très bien parce qu'il vaut mieux, venir à Respire que se dire: «Bah, non, non, mais je suis pas en burn-out donc je viens à rien», tu vois? Et en fait, déjà à Respire, tu as des premières clés, on a ajouté d'ailleurs une nouvelle formule qui est l'accompagnement sur mesure. C'est-à-dire qu'on peut t'accompagner 2 fois 1 heure pendant ta césure Respire. C'est notamment pour les gens qui ont des problématiques et là, on va déployer un peu plus les outils de recharge de manière individuelle. Donc ça fait un intermédiaire. Alors, est-ce que tu peux nous donner, Rachel, sur ces 1 500 personnes accompagnées, certaines, histoires de prise de conscience particulières peut-être, des prises de conscience, qui t'ont marquée? Alors sans parler d'une personne en particulier, il y a des types de prises de conscience qui sont, bah, qu'on a déjà vécues et qui sont plutôt chouettes à voir. Déjà, il y a la personne qui va arriver, en disant: «Non mais moi ça va». Heu, «Oui, bon, je sais, je suis inscrit à un truc anti-burnout, mais non, mais ça va». Voilà qui va avoir, d'ailleurs, un grand sourire, qui va dire: «Mais j'en suis presque sortie» ou «Moi, quand je vous entends, j'en suis quand même pas du tout là». OK, très bien, lundi, mardi, mais très gentiment, hein, pas forcément, dans le jugement. Lundi, mardi et puis mercredi, effondrement, larmes, prise de conscience justement de l'état réel, de mal-être, souvent accompagné de douleurs physiques qui se manifestent. Alors ça, c'est perturbant parce qu'ils disent: «Bah, attends, avant j'avais pas mal, maintenant j'ai mal». Bah oui, parce qu'en fait, avant, tu bloquais tout. Donc c'est même les signaux de douleur, tu ne les percevais plus, en fait voilà, si au bout de 2 massages et 3 cours de yoga, tu as mal partout, c'est sans doute que, auparavant, tu avais des tensions terribles qui sont en train de se lâcher, que tu es en train de sentir. Donc ça, j'aime bien, en fait, ces moments-là. Tu vois, les gens qui vont me dire, «Bah, c'est la première fois de ma vie que, je sens, quand je, touche, mon ventre», par exemple, ou j'ai je mes épaules sont, 3 centimètres plus bas que je les ai jamais eues depuis ces 25 ans, 25 dernières années. Donc tu vois, ça c'est touchant parce qu'il y a un côté très, physique, très visuel à la limite. Hem, Ça c'est un exemple de prise de conscience. Un autre exemple de prise de conscience, ça peut être, bah, d'être, en réalité en situation de harcèlement, ou de comment dire? Victimisation, enfin comment dire? D'être, victime d'agissements, toxiques. Et ça, il y a plein de gens, bah, qui ont du mal en fait à dire: «Bah, en effet, mon boss ou, ma collègue ou, ma mère, mon conjoint, est en fait une personne qui en ce moment est toxique pour moi». Voilà. Alors ça peut aller jusqu'à réaliser que la personne est en fait une pervers narcissique, hein. Bien sûr, nous, on n'est pas là pour poser des diagnostics. Si le participant va dire: «Bah, oui, en fait, par rapport à ce que tu nous expliques Rachel, moi je trouve que ça coche toutes les cases», on va lui dire: «Bah, continue à creuser, mais dans ce cas-là, c'est pas étonnant, que tu sois dans cet état-là et ne sois pas étonné que tu dises» par exemple, les gens vont dire: «Mais je comprends pourquoi je suis épuisée parce que, finalement, je travaille pas tant d'heures que ça» ou «Quand même, j'aime mon travail» ou «Non, mais dans ma vie, ça va quand même, c'est bizarre» et si tu arrives à dire: «Oui, mais regarde, cette personne, dès que tu es autour d'elle, même si elle n'est pas là, tu penses à elle et tu as peur de la croiser ou tu as peur de ce qu'elle va dire en permanence», bah, c'est un épuisement, majeur, en fait. Donc regarder ça en face, c'est le début de, pouvoir, faire quelque chose. Et évidemment, souvent, la conclusion, ça va être: «Ben, faut partir» et ça, c'est pas facile. Et puis, surtout aussi ce qu'il y a, c'est que, les personnes moi je le vois quand j'accompagne aussi des personnes, dans le processus en fait, il y a vraiment ce premier réflexe qui est de plus en plus, hein: «Ah mais moi j'ai pas tant de charges que ça», comme tu viens de le dire. Ou «Moi, mais c'est bizarre, je vois pas pourquoi je ferais un burn-out, je remplis pas telle case qui est, j'ai des horaires à rallonge, je fais pas d'heures sup» et cetera. Et quand on leur explique quels sont, les différents facteurs de risque, qui soient individuels, propres à soi ou liés à l'environnement de travail, avec les sous-catégories de risques, donc il y en a quand même beaucoup, ça provoque des prises de conscience, assez importantes parce qu'elles se rendent compte que c'est vraiment multifactoriel et que c'est pas que la faute à soi ou que la faute à l'autre aussi, c'est vraiment quelque chose de, à prendre dans son ensemble, dans la globalité.
Et effectivement, ben, parfois des personnes arrivent et se rendent pas compte que c'est ça qui a été le déclencheur ou en tout cas ça qui était sous tension depuis des années, mais à force de s'adapter et de se suradapter, elles ne sont même plus conscientes de ce qui leur fait du mal, ou de ce qui leur cause du tort en fait, Tout quoi, à c'est fait. ça? Alors, tout à fait, et ça, c'est une des grandes forces du caractère résidentiel de nos césures. C'est-à-dire qu'en fait, on va t'extraire pendant une semaine de ton environnement habituel. Bon, donc déjà, tu vas pouvoir te dire, ah bah ici, j'ai à m'occuper de rien, donc te détendre un peu plus. Et puis, chose très intéressante, au bout de la semaine, tu vas te remettre dans ce fameux environnement habituel. Et là, en fait, je préviens les gens, hein, parce que ça peut être un peu violent à vivre. En fait, lorsque tu retournes, va te sauter aux yeux, les points les plus stressants, en fait. C'est un peu comme, la fameuse grenouille dans sa casserole. En fait, quand tu es dans le même environnement, qu'il y a rien qui change, bah, c'est très difficile de t'apercevoir de ce qui te stresse réellement. Par exemple, tu te rends même plus compte qu'avec ton conjoint, les discussions sont toujours un peu conflictuelles. Tu te rends pas compte, tu te rends plus compte que, bah, en fait, le fait que ta maison soit toujours en bazar, c'est super, en fait, anxiogène pour toi. Que, les coups de fil de ta mère, à 9 heures du soir, c'est pas OK. Que, bah, alors si je prends le côté boulot, qu'effectivement, ton boss, ben, il est plutôt méprisant. Enfin, tu vois, ce genre de choses, et le fait d'en être extrait et d'y revenir, je préviens les gens que ça va leur sauter aux yeux et que souvent ils vont avoir, une réaction un peu forte, quoi. De dire: «Mais ce truc-là, c'est juste plus possible», et qu'en fait c'est un super pouvoir qu'ils ont développé grâce à l'extraction qu'ils ont vécue, enfin le fait de plus être dans leur environnement habituel, et donc de bien prendre note de tout ça, et de pas avoir de scrupules à se dire: «Bah, ces éléments-là, il faut que ça change», sans banaliser. Par exemple, le fait que ta maison soit, en bazar, tu vas te dire: «Ah mais en fait ça me crée de l'anxiété, ça me stresse, c'est pas OK pour moi, mais je vais quand même pas mettre la pression à des jeunes enfants, à mon mari, c'est moi qui suis, pénible». Bah, je vais dire, en fait, admets, enfin observe que, oui, une maison en bazar, ça te crée de l'anxiété. Que peux-tu faire du coup? Au lieu de dire: «Non mais c'est bon, je dois m'adapter». Ben OK, mais tu mets ton énergie là et pas ailleurs. Donc, est-ce que tu peux au moins préserver, par exemple, ta chambre et ton bureau, ou le salon, bah, tous les soirs, voilà, on est tous d'accord dans la famille pour dire que, le soir avant d'aller se coucher, tout le monde range, par exemple, j'en sais rien. Tu vois? Mais en tout cas, sortir de la banalisation, des stress du quotidien. Oui, c'est ça et puis, sortir, finalement, bah, il y a le quotidien aussi qui fait qu'on n'arrive pas forcément à se reposer peut-être, aussi bien, que dans les séjours et puis, ce côté un peu œillère aussi parce que dans notre quotidien, qu'est-ce qu'on va avoir tendance à faire? Alors ça dépend, les personnes sont complètement différentes à ce moment-là. Il y a des personnes qui vont être hyper actives et absolument pas vouloir rester chez elles pour pas cogiter et pour pas ruminer et d'autres qui vont rester dans le canapé mais, à culpabiliser, de pas ranger le lave-vaisselle ou de pas, plier le linge, C'est ça. et à s'activer, expérience vécue, 5 minutes avant, que tout le monde rentre, pour ranger un lave-vaisselle et faire semblant d'avoir fait quelque chose sur sa journée. Et c'est un peu voilà, se mettre aussi des œillères, à la fois ce côté où on rumine, où on n'a pas envie de ruminer et ce côté où on n'est pas assez loin de son quotidien que pour pouvoir voir la réalité des choses aussi. Je trouve que c'est quand même une certaine image qui est à la fois réelle, c'est-à-dire qu'on est vraiment c'est cette vision hélicoptère. On est loin de chez soi et on voit sa vie avec un autre regard. Tout à fait, tout à fait. Prendre du recul, c'est super important, et quand tu es trop stressé depuis trop longtemps, le recul, tu l'as plus. Et après, du coup, est-ce que vous avez des nouvelles des participants? Comment ça se passe? Que deviennent-ils, ces participants, une fois qu'ils sont passés? Ah oui, que deviennent-ils? Écoute, ça n'est pas du tout obligatoire pour eux de nous donner des nouvelles, hein, bien sûr. Et je dirais que la plupart, on a quand même 2 mois de suivi, donc on a des nouvelles de la plupart d'entre eux pendant à peu près, 1 mois, 2 mois. Parce que tout le monde n'actionne pas le deuxième mois de suivi, même si c'est inclus, tu vois? Il y en a, bah, voilà, ils s'en sortent bien et il y a pas de souci. Donc en général, on voit vraiment, un avant-après, hein. C'est d'ailleurs, ça ressort bien dans nos avis Google, donc ça, c'est chouette. Simplement, c'est pas linéaire. Soit aussi linéaire que tout le monde aimerait que ce le soit. Donc ça veut dire accepter, en fait, les moments, où ça va être down, parce qu'il y en aura, voilà. Mais savoir que ça fait partie du package, voilà. Et que c'est pas parce qu'il y a un moment down que tout est foutu, que ça sert plus à rien. Souvent, par exemple, on fait donc la première visio au bout de 10 jours max, après la césure, et j'ai des gens qui me disent: «Écoute, le retour a été super dur, mon mari, il a rien compris, je suis rentrée au boulot, en fait, j'avais un gros dossier horrible qui m'attendait, et puis ça fait qu'1 semaine, et en fait, j'ai l'impression que j'ai tout perdu des bénéfices de la césure».
Alors ça, c'est retours, marginaux, hein, rarement ça, mais ça peut arriver et en fait, ce qu'on voit, c'est ce que je te disais sur l'estime de soi, c'est-à-dire le fait d'avoir travaillé sur sa récupération fait que les gens, ça n'évite pas de plonger dans les downs, mais ça permet de remonter plus rapide et surtout ce que les gens constatent, c'est que, et ben, en fait, ils ont, les clés. C'est-à-dire même s'ils ne peuvent pas empêcher, la baisse de morale de se passer, ils la comprennent. Ils l'analysent et ils disent: «Bah, en fait, j'ai réalisé que, bah, on a tout de suite recréé un triangle de Cartman avec mon boss où lui, il s'est mis en victime et moi, bah, j'ai quand même été appelé en sauveur. Après, il s'est mis en persécuteur, blablabla et je m'en veux parce que j'ai pas pu, sortir de ça». Et je dis: «Mais attends, tu as déjà compris ce qui se passait», tu vois? C'est énorme, en fait, par rapport à juste subir le truc sans comprendre. Donc OK, cette fois-ci, tu as pas encore pu réagir, mais tu as compris. Peut-être la fois d'après, non seulement tu comprendras comme cette fois-ci, mais en plus, tu diras: «Ah! Je vais éviter de me mettre en sauveur et je vais le laisser faire sa victime persécuteur tout seul». C'est C'est un ça, c'est exemple. vraiment en fait comme une boîte à outils, avec, voilà, plein de voilà, de manières de prendre conscience des choses, à la fois, sur ce qui nous entoure et au niveau de notre corps et c'est ça, c'est que même si, comme tu dis, c'est pas du tout linéaire et que la reconstruction prend du temps, c'est un accélérateur de prise de conscience pour moi. C'est comme ça que je le vois et un accélérateur de déclic et qui font que tu as les clés pour ensuite, voilà, continuer ton parcours de reconstruction. Alors Rachel, depuis sa création, Human Tempo, a bien évolué, et il me semble que vous allez ouvrir un second lieu dans la Drôme, hein. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Bah oui, avec grand plaisir. Ouais, c'est vrai qu'on est très content de cette, actualité. Effectivement, donc en 2023, on a pu avoir les clés de cette maison à Cuisery puisque, le banquier nous avait enfin fait confiance. Donc là, au moment où on enregistre, donc on est, mi-2025, ça veut dire que ça fait un peu plus de 2 ans que la maison de Cuisery tourne et bah, elle est très souvent complet, hein, c'est vrai que, bah, ça c'est chouette parce que notre vision a rencontré son public. Et bah, comme, on peut pas pousser les murs, on s'est dit à un moment qu'il fallait qu'on se mette en ordre de marche pour ouvrir une deuxième maison. C'est toujours un petit peu lent d'ouvrir une maison, donc il faut s'y prendre tôt. Et là, effectivement, je pense qu'on la 1re visite sur la maison de la Drôme, ça devait être en août dernier, donc ça fait presque 1 an. Et puis, bah, après le temps de négocier, le temps, d'arriver à un prix, le temps d'obtenir, les fonds propres et les accords bancaires. On va signer le 5 septembre l'acquisition de cette nouvelle maison dans la Drôme pour une ouverture, je croise les doigts, en avril 2026 parce qu'il y a quand même pas mal de travaux. Enfin, en tous les cas, on fait le choix, de faire tous les travaux en amont, notamment réhabiliter, toute une grange, qui permettra, bah, de vous accueillir dès l'ouverture dans, les meilleures conditions. Voilà, donc on est trop content de, cette actualité. Elle est trop contente pour vous de voir les maisons Human Tempo qui commencent à pousser, voilà, un peu partout bientôt. Bravo à C'est vous. un peu la vision, mais déjà on est à maison numéro 2. On verra pour la suite. Ah beh, déjà la numéro 2 c'est top, donc bravo à vous et puis, je vous souhaite plein de succès, en tout cas le même succès que la Bourgogne. Merci. Voilà, je me réjouis de voir, tout ça avancer. Alors on arrive maintenant, gentiment à la fin de cet épisode, de podcast. Pour conclure, Rachel, quel message ou conseil est-ce que tu aimerais donner, à une personne qui pourrait nous écouter actuellement et qui se sent complètement, perdue face à l'ampleur de la tâche, sortir de l'épuisement ou sortir du burn-out? Qu'est-ce que tu pourrais, leur dire? Ouais, tout à fait. Alors écoute, déjà un conseil que nous on donne dès le début, même, lors de l'accueil à Human Tempo et qui paraît simple mais qui ne l'est pas tant que ça, c'est de sortir du jugement. C'est-à-dire ou autrement dit, de passer du jugement au constat. Plutôt que de dire: «Mince, ça va pas du tout, c'est la cata, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais je suis pas comme ça d'habitude, c'est pas bien, il faut que je me reprenne en main». Donc là, on entend le jugement, c'est-à-dire, ma situation n'est pas OK, je juge qu'elle n'est pas OK, il faut que je m'en sorte. Donc là, il y a une injonction et donc quelque part, bah, qu'est-ce que la personne fait? Elle se met la pression pour sortir du burn-out. Or, le burn-out, bah, c'est être malade de trop de pression, donc on voit bien que c'est le cercle vicieux. Donc passer de cette attitude de jugement à une attitude de simple constat ou observation. C'est-à-dire de pouvoir se dire: «Bon, je fais le constat que là, mon corps m'envoie des signaux d'épuisement.
Donc, je constate qu'effectivement, par exemple, hein, j'ai mal au ventre, je dors mal, j'ai du mal à me concentrer, je n'ai plus la même motivation qu'auparavant pour faire les tâches, de mon quotidien et cetera et cetera. Donc juste dire: «Bah, voilà, c'est un constat». Maintenant, en fait, quand tu pars d'un constat, ça libère ta capacité d'agir. Au lieu d'être en mode: «Non mais ça va pas du tout, faut que je me reprenne en main». Là, tu es en mode: «OK, j'en suis là. Bon, bah, autant regarder les choses en face. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire?» Et donc premières petites actions que les gens peuvent mettre en place, c'est, alors l'action la plus, reconnue pour son efficacité et elle est vraiment la plus simple, c'est la marche dans la nature. Ça, les études le montrent, c'est plus efficace que les antidépressants, c'est plus efficace que d'autres techniques sophistiquées. Marcher dans la nature, ne serait-ce que, 10-20 minutes, 2 fois par jour, ou une demi heure, une fois par jour. Enfin, en tout cas, avoir ce temps dans la nature d'activité physique très douce, et ben, c'est hyper efficace. Donc c'est la première chose que je conseillerais. Aller marcher, même si vous vivez en ville, si vous avez un parc à côté de chez vous, marchez, respirez tout en marchant, regardez autour de vous, repérez, peut-être, un petit défi de repérer 3 belles choses, 3 choses qui vous inspirent à chaque balade. Et ben, c'est le conseil à la fois très simple et à la fois, reconnu comme efficace que je donnerais aux personnes. Voilà. Oui, exactement, ces injonctions, il faut, tu dois, elles sont très présentes Ouais. et c'est vrai qu'accepter, c'est un mot qui est parfois difficile, hein, donc au moins faire le constat, c'est vrai que je trouve que le mot est même plus juste que accepter que ce soit comme ça. C'est constater finalement. C'est ça, c'est très neutre. Moi, ça m'a beaucoup aidée, alors notamment quand j'étais, au fond de mon lit en train de me dire: «Bah, ça va pas du tout» et je me suis dit: «Bon écoute, voilà, Rachel, observe que tu en es là. On verra déjà demain, comment tu seras». Par exemple, je me souviens pour, notamment un symptôme qui voulait pas me lâcher alors que j'avais plus de raison de stresser, c'était la boule au ventre. Je me levais le matin et au bout de 5 secondes, j'avais la boule au ventre et ça me quittait pas avant, peut-être la fin du petit déj, tu vois? Enfin, voilà, c'est un peu lourd, je me disais: «Mais c'est ça n'a aucun sens, je n'ai plus de raison de stresser», tu vois? J'étais en arrêt, je savais que je retournerais plus dans là où je travaillais auparavant. Et donc en fait, c'était un symptôme résiduel. Donc au début, j'étais là: «Mais c'est idiot, ça n'a aucun sens, c'est débile» et puis, je suis passée à: «Bon, OK, de toute façon, elle est là. On va voir si demain elle est encore là, si dans une semaine» et donc, en lâchant le fait de, bah, de d'acc enfin, en fait, en acceptant effectivement le fait que j'avais cette boule au ventre, j'ai pu constater que elle avait mis 3 semaines à partir et donc tu vois, rétrospectivement, 3 semaines, c'est OK. Voilà. Oui, rétrospectivement. Sur le coup, ça paraît long. Du coup, ça paraît long. C'est ça, c'est ça. Merci beaucoup Rachel. Alors on arrive déjà, bah, à la fin de l'épisode. En tout cas, un grand merci à toi Rachel, pour ce partage plein d'authenticité, plein d'optimisme, qui donnera peut-être, certaines clés, certaines ressources et sans doute plein d'espoir, aux personnes qui écouteront, cet épisode. Et puis, je vous souhaite plein de succès, dans l'aventure, et hâte, de vous suivre dans la seconde maison Human Tempo. Eh ben, écoute Delphine, c'était un plaisir. Moi, je souhaite longue vie à toutes tes initiatives et notamment ce podcast. Plus on est, plus ça fait connaître en fait, le sujet et ça rentre dans la conversation. Donc faisons toutes ensemble en sorte que le burn-out, sorte du tabou et devienne, quelque chose qui soit mieux connu et donc, mieux, traité. Voilà. Exactement, voilà. Semons des petites graines et éveillons les consciences, comme je dis. Tout à fait. Un grand merci à toi Delphine pour cette invitation. Merci Rachel. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des suivants, à me laisser un avis 5 étoiles et à le partager avec ceux qui pourraient en bénéficier. On se retrouve très vite et d'ici là, prenez bien soin de votre peps.